ambassadeur, tout à l'heure, on a évoqué l'Union européenne, sa position, on a parlé aussi de commerce. Et en matière d'exportation de véhicules électriques chinois en Europe, l'Union européenne, avec la France en tête, impose des restrictions sévères et devient protectionniste. Ces restrictions sont-elles évitables? Est-ce qu'on ne risque pas une guerre commerciale aussi avec la Chine? Oui, c'est un problème actuel pour nous, pour la Chine et pour l'Europe. C'est en effet un litige commercial entre les deux parties. L'Union européenne a lancé une enquête sur les soi-disant subventions d'État pour les véhicules électriques chinois. Alors, sans plainte portée par les entreprises. Donc la partie chinoise considère ce geste de l'Union européenne comme irraisonnable parce que cela contrevient aux règles de l'OMC. Et nous voulons discuter avec la partie de l'Union européenne à régler ce litige. Et en effet, sur les véhicules électriques, la Chine est bien avancée par rapport à l'Europe. C'est vrai, c'est la vérité. Mais ce n'est pas à cause de subventions accordées par le gouvernement chinois. C'est parce que les entreprises chinoises ont investi depuis longtemps, depuis plus de 20 ans, dans la recherche et développement de la technologie de véhicules électriques. Je me rappelle que dans les années 90 du dernier siècle, les entreprises chinoises, y compris le fameux BYD, qui fabriquait les batteries, tout d'abord les batteries pour les smartphones. Ils ont déjà commencé la recherche des batteries combustibles pour les véhicules électriques depuis cette époque-là. Et bien sûr, au début, le gouvernement chinois leur accordait des soutiens, peut-être des soutiens financement, il y a des crédits d'impôt, mais ces soutiens se trouvent au stade de recherche. Ce n'est pas au stade de l'industrialisation. Et maintenant, en Chine, il y a plus d'une centaine d'entreprises, de fabricateurs de véhicules électriques. Je pense que le gouvernement chinois ne peut pas subventionner tous. Et il y a quelques années, pour encourager les consommateurs chinois à acheter les véhicules électriques, et le gouvernement chinois accorde aussi des avantages aux consommateurs pour acheter ces véhicules électriques. Maintenant, c'est arrêté, c'est cessé. Alors maintenant, on voit que le gouvernement français commence à subventionner leurs consommateurs pour encourager l'achat des véhicules électriques. Donc je pense que accuser la Chine de subventionner l'industrie de véhicules électriques, ce n'est pas équitable. J'ai lu dans la presse française, vous allez me dire si jamais c'est véridique, que les sociétés, enfin la France qui subventionne les achats de véhicules électriques, voilà, en France, ces marques de véhicules électriques françaises font eux-mêmes, pour la plupart, fabriquer leurs pièces, leurs véhicules en Chine. Et je lisais donc dans la presse française que c'était aussi une forme d'hypocrisie. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Oui, je pense que c'est discriminatoire. Certaines politiques du gouvernement français, certaines politiques de restriction visent seulement les entreprises chinoises. Par exemple, le nouveau bonus écologique pour l'achat des véhicules électriques, il vise
effectivement seulement les véhicules électriques chinois importés. Maintenant, seules les entreprises chinoises n'ont pas le droit de bénéficier de ce bonus écologique parce que selon le calcul de ce bonus écologique, aucune marque chinoise ne peut atteindre le critère. Donc c'est en effet une mesure discriminatoire. En fait, le bonus écologique est voué à encourager l'utilisation d'un produit propre, zéro émission, n'est-ce pas? Alors, les véhicules électriques chinois importés en France sur le marché français, c'est un produit propre. Dans le parcours de l'utilisation, il ne fait zéro émission de carbone. Donc, je pense que les produits chinois doivent avoir le droit de profiter de cet avantage. Oui. Ce bonus écologique ne doit pas viser le processus de production, parce que la production des véhicules électriques chinois se trouve hors de la France. Il n'a pas pollué l'environnement français. Tout à fait. Et est-ce que l'Europe risque une guerre commerciale sur ce sujet des véhicules électriques chinois si jamais une issue favorable n'est pas trouvée? Nous essayons de régler ce problème à travers le dialogue et la consultation avec la partie européenne. Nous ne voulons pas voir une guerre commerciale avec l'Europe. Et je pense que la position chinoise est assez solide. Notre position correspond bien aux règles de l'OMC. Vous êtes confiant? Oui, nous sommes confiants et nous espérons que la partie européenne sera aussi, rationnelle, raisonnable. Tout à fait. Parlons un petit peu maintenant de tourisme, d'échanges humains, de population. Bien qu'il y ait plusieurs mesures favorables pour stimuler le tourisme des Français en Chine, en termes de formalités par exemple, les Français n'ont désormais plus besoin de visa pour des séjours en Chine allant jusqu'à 15 jours maximum. Mais il reste encore des obstacles. Par exemple, l'expérience de paiement en Chine qui peut être pénible pour les touristes, non seulement français, mais du monde entier, lorsqu'ils sont en Chine et qu'ils ne possèdent ni WeChat Pay, ni Alipay, pour ne citer qu'un exemple. Est-ce que la Chine est en train de réfléchir à davantage de mesures pour attirer plus de touristes, notamment français? Oui, en effet, plusieurs amis français m'avaient dit les difficultés qu'ils ont rencontrées en Chine, surtout dans le domaine de paiement mobile. Oui. Parce que maintenant en Chine, presque tous les achats sont payés par le portable. On n'utilise presque pas les cash, les liquides. C'est un problème pour les étrangers. Ouais. Le gouvernement chinois réfléchit beaucoup pour trouver des solutions. Et l'année dernière, d'après ce que je sais, en juillet 2023, Alipay et WeChat Pay ont annoncé la mise à niveau de leur service de paiement mobile par carte bancaire internationale, avec notamment l'ouverture de ces services sur l'ensemble du réseau des commerçants, l'optimisation du portail de paiement qui permet d'enregistrer les cartes bancaires internationales et l'exonération des frais de traitement pour toutes les transactions de moins de 200 yuan renminbi. Mais tout
toutefois, à ce jour, il existe encore des problèmes de sécurité et de coût pour les plateformes de paiement mobiles chinoises proposant des services de paiement mobiles aux étrangers. Par exemple, l'authentification de l'identité des usagers étrangers s'avère difficile et les plateformes de paiement sont confrontées au risque d'opacité des transactions, de refus de paiement de la part des détenteurs de cartes ou de fraude. Ouais. Et par exemple, encore, les frais de traitement des cartes bancaires étrangères sont moyennement 5 fois plus élevés que ceux des banques chinoises. C'est un coût élevé que les commerçants et les plateformes de paiement chinois jugent difficile Donc c'est aussi de un supporter. effort à faire du côté français C'est pour ça. équilibrer tout ça et pour que davantage les frais baissent davantage. Oui, maintenant, la Banque populaire de Chine, la Banque centrale, Oui. et d'autres régulateurs étudient activement la possibilité d'ouvrir aux plateformes de paiement l'interface de données sur les pièces d'identité présentées aux postes frontalières. Chaque étranger, quand il entre la Chine, oui, ils laissent leur identité à la frontière, au poste frontière. Oui. Donc maintenant on réfléchit, est-ce que c'est possible d'ouvrir l'interface de données aux plateformes de paiement. Et en même temps, les plateformes de paiement travaillent également à négocier avec les principales organisations internationales de cartes de paiement pour réduire les frais de traitement des transactions. Ouais. Alors, je prépare une feuille de papier sur les formulaires d'enregistrer la carte bancaire étrangère à la plateforme de paiement chinois. Tout à l'heure, je vous laisse ce papier. Oui. Vous pouvez faire la montrer. publicité sur votre on va l'afficher pour nos téléspectateurs, voilà, pour qu'ils voient. Là, on soulève un point très important puisqu'on est en pleine année sino-française du tourisme culturel. Et est-ce que vous pensez que les événements qui ponctueront ce 60e anniversaire des relations diplomatiques entre la Chine et la France et l'année sino-française du tourisme vont servir de tremplin marketing, si je puis dire, pour le tourisme entre les deux pays? Je pense que cette double année de célébration jouera un rôle très important pour promouvoir, augmenter les tourismes dans les deux sens entre nos deux pays. Maintenant, le gouvernement chinois a déjà simplifié largement les formalités d'entrée dans la Chine, adopter une exemption de visa pour une courte durée de séjour. Et nous espérons aussi que le gouvernement français pourrait adopter des mesures similaires pour faciliter l'entrée des touristes chinois en France. Il y a une réciprocité. Une réciprocité. Alors, des opérateurs touristiques français se plaignent toujours que les touristes chinois ne sont pas encore rentrés en France. Oui. Mais c'est pas que les touristes chinois ne veulent pas venir en France. La France reste toujours la première destination de tourisme pour les Chinois. Il y a plusieurs éléments qui empêchent le retour d'envergure des touristes chinois. Nous espérons que les deux parties, les deux pays, peuvent faire des efforts conjoints pour régler ce problème. On en a parlé tout à l'heure, vous parliez de certains freins
pour les touristes chinois qui voudraient venir en France. Est-ce que aussi, j'ai lu sur la presse française que le prix des billets d'avion aussi de la Chine vers la France était aussi à prendre en considération, en plus des formalités du fait que les visas pour la France étaient compliqués à obtenir? Le prix est une part. Les visas. Alors, le prix élevé est entraîné par le manque de vols. Tout à fait. Il n'y a pas assez de vols aériens entre les deux pays. Avant la Covid, il y avait à peu près 96 vols par semaine entre les deux pays. Maintenant, à ce que je sais, on a seulement augmenté jusqu'à une cinquantaine peut-être. Oui. Beaucoup moins que le niveau d'avant la Covid. Et d'ailleurs, il y a aussi le problème de visa. Oui. Les touristes chinois sont difficiles à obtenir le visa. Souvent, ils doivent attendre 2 mois, 3 mois, même une demi-année pour obtenir un visa. Donc, cela dissuade un peu ou bien empêche une grande partie de touristes chinois de venir ici. Vous pouvez constater que maintenant, les Chinois préfèrent aller dans les pays voisins de la Chine, de l'Asie du Sud-Est, et même dans d'autres pays européens. Oui. En ayant interrogé quelques Français sous forme de micro-trottoirs dans la rue, les Français pensent que l'insécurité en France peut être aussi un frein pour les touristes internationaux. Je ne parle pas seulement des touristes chinois, mais est-ce que c'est le cas aussi dans la réflexion des Chinois pour venir en France? Oui, c'est aussi un élément auquel les Chinois attachent une importance. Oui. Parce que dans les médias, il y a de temps en temps des reportages de ce genre. Et donc nous souhaitons que, d'une part, les touristes chinois, quand ils viennent en France, ils doivent faire attention à leur sécurité personnelle. Et d'autre part, nous souhaitons que les autorités du gouvernement français investissent plus d'énergie à améliorer la sécurité publique. Très bien. En tout cas, la Chine se tient donc prête à recevoir massivement les touristes français. Le Quai d'Orsay, maintenant, on va parler du Quai d'Orsay, a publié le 14 janvier sur son site internet, je cite, une déclaration du porte-parole adjoint du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, Taïwan Élections, dans laquelle le ministre français des Affaires étrangères a indiqué que, je cite encore une fois, Taïwan est un partenaire important de l'Europe et de la France, notamment dans les domaines économiques, culturels, scientifiques et technologiques. Et nous espérons qu'à la suite de ces élections, les liens avec l'île continueront de se renforcer dans le respect de notre politique d'une seule Chine. Que pensez-vous, monsieur l'ambassadeur, de ces propos? Oui, l'ambassade a déjà annoncé notre position à travers le porte-parole de l'ambassade sur la déclaration du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères de la France sur leur soi-disant félicitations aux élections de l'île de Taïwan. Nous avons exprimé notre mécontentement et notre opposition ferme. Parce que Taïwan, c'est une province de la Chine. C'est une partie intégrante du territoire chinois. Alors, le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères français adresse des félicitations aux élections d'une province de la Chine. Qu'est-ce que ça signifie? En Chine, il y a plus d'une trentaine d'entités provinciales. Alors, tous les 5 ans,
ces provinces tiennent des élections. Oui. Je n'ai jamais vu le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères de la France adresse les félicitations à ces élections de ces provinces-là. Par exemple, à la province du Sichuan, à la province du Shantung, à la municipalité de Shanghai. Est-ce que le ministère a adressé des félicitations aux élections de ces provinces ou municipalités? Jamais. Mais pourquoi seulement à Taïwan? Donc, c'est une très bonne cela question. nourrit une intention politique, une arrière-pensée politique qui n'est pas très, comment dire, qui n'est pas très, Pas très saine aussi, ouais, pas honnête. pas honnête. Il y a une intention politique. Et d'ailleurs, Taïwan, qui est une province de la Chine, dont la puissance économique n'est pas aussi grande que ça. La France considère Taïwan comme un partenaire économique principal. Hein? Un partenaire quoi? Comment ça se dit? Important. Important, oui. En effet, dans le classement de puissance économique provinciale en Chine, Taïwan se range au 9e place. Au 9e place. Leur PIB représente seulement 40% de la province du Guangdong, qui est le numéro 1. Avant Taïwan, il y a la province du Guangdong, Oui. la province du Jiangsu, du Shandong, du Zhejiang, hein, du Henan, du Sichuan, La liste est longue. du Hubei et du Fujian. Fujian est une province en face de Taïwan, séparée par le détroit de Taïwan. Fujian, le PIB de Fujian a dépassé Taïwan. Et d'ailleurs, le volume de commerce entre la province de Taïwan et la France s'élève seulement à 800 millions de dollars chaque année. Et le volume de commerce entre la France et la Chine s'est élevé presque 80 milliards de dollars. Vous considérez une province Taïwan comme un partenaire important. Oui. Oui. Mais les 8 provinces avant Taïwan, qu'est-ce que vous considérez? Hein? Ils ne sont pas un partenaire important pour la France, mais la France ne dit jamais ça. Et le ministère a réitéré leur position de la politique d'une seule Chine. Ça, nous en félicitons. Mais le problème est que nous espérons que cette politique d'une seule Chine se base sur le principe de la politique, le principe d'une seule Chine. À savoir, il n'y a qu'une seule Chine dans le monde. Le gouvernement de la République populaire de Chine est le seul représentant légitime de la Chine. Et Taïwan est une partie de la Chine et fait partie intégrante du territoire chinois. Nous espérons que la politique d'une seule Chine du gouvernement français correspond à ce principe d'une seule Chine. Je pense que le problème de Taïwan est un problème très sensible, à vrai dire. C'est une pierre de touche pour mesurer si Oui. La politique d'une seule Chine de tel ou tel pays est vraie. Ouais. Nous nous opposons fermement à la politique de deux Chines, ou bien d'une Chine en Taïwan. Nous espérons que
tous les pays du monde ayant relations diplomatiques avec la Chine appliquent une vraie politique d'une seule Chine, qui correspond à la résolution de 1758 de l'Assemblée générale de l'ONU. Et ça, c'est une base de développement sain et durable entre des relations entre la Chine et les pays concernés. Il y a eu également des déplacements de délégations parlementaires françaises là-bas, à Taïwan, des propos qui sont tenus. Il y a quand même une incohérence entre les actes et les propos. C'est ce à quoi nous nous opposons depuis toujours et fermement, à savoir la visite des députés, Oui. des parlementaires français à Taïwan. Parce que les parlementaires, même s'ils sont élus, mais ils sont représentants de l'État français aussi. Oui. Ils sont rémunérés par l'État français. Le président, les présidents du Sénat, de l'Assemblée nationale représentent deuxième, troisième rang dans le protocole étatique de la France. On ne peut pas dire que les parlementaires ils ne sont pas officiels de l'État. Donc, puisqu'ils sont officiels, ils doivent respecter, observer la politique de l'État de la France. Mais bien sûr, je dis que cette politique d'une seule Chine doit être une vraie politique d'une seule Chine. Et nous espérons que la partie française coordonne leurs paroles à l'acte, oui, à l'acte, et s'en tient au principe d'une seule Chine. C'est un des points très importants, fondamental Oui. du développement des relations entre la France et la Chine. C'est ça. C'est un point non négligeable. C'est un point très important pour nous et pour nos relations bilatérales. Au début de cette interview, j'ai dit que l'esprit sino-français, Oui. le premier point, le deuxième point, c'est la compréhension mutuelle. Cela signifie qu'il faut avoir un respect mutuel. Il faut se traiter d'égal à égal entre les deux pays. Donc, si on n'applique pas le principe d'une seule Chine, ce n'est pas un traitement d'égal à égal vis-à-vis de la Chine. C'est plutôt une intervention dans les affaires intérieures de la Chine. Oui. Maintenant, il y a plus de 183 pays dans le monde qui ont des relations diplomatiques avec la Chine sur la base du principe d'une seule Chine, y compris la France. Et le principe de l'Organisation des Nations Unies, c'est aussi le principe d'une seule Chine. Donc nous espérons que tous les pays du monde peuvent respecter ce principe. Et donc le 60e anniversaire des relations diplomatiques entre la Chine et la France est aussi l'occasion de réitérer ce principe important. Oui, c'est ça, oui, vous avez raison. Oui. Merci beaucoup, Monsieur l'ambassadeur, pour nos échanges très intéressants. Merci d'être venu sur le plateau de Mandarin TV. Merci.